Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche avec nos invités, ils sont là. On vous donne envie tout simplement de bien vivre votre âge avec le sourire, et puis cette émission elle est faite pour vous, que vous soyez enfants, parents, grands-parents, voire même arrière-grands-parents, parce que oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui. Il faut dire qu'on a gagné quand même 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Alors ici, on partage des histoires de vie, des témoignages, des conseils très concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Alors aujourd'hui, une émission très concrète pour comprendre comment bien vivre chez soi et être accompagné par la puissance publique et anticiper les grandes décisions patrimoniales. Dans Bien vivre chez soi, je vais y arriver, nous recevrons Thibaut Corvézier, qui est cofondateur et président de Merci Prosper, pour parler d'une solution de financement dédiée aux retraités, mais aussi, pourquoi pas, aux plus jeunes qui souhaitent plus de pouvoir d'achat et un complément de retraite. Notre grand invité sera ensuite Lionel Cos, député de la 2e circonscription des Landes, pour évoquer les politiques publiques justement liées au logement, au vieillissement et au territoire. Et enfin, dans Transmettre son patrimoine et anticiper, nous recevrons Maître Flore de Saint-Maurice, porte-parole de la Chambre de notaires de Paris, pour comprendre justement ce que sont les droits de mutation et les débats actuels autour de leur exonération. Une émission utile, concrète et tournée vers l'avenir. Alors, on n'oublie pas que cette émission est la vôtre. Appelez-nous et posez vos questions au 0826 300 300. On y répondra dans nos chroniques. Et tout de suite, bien vivre chez soi quand la retraite commence par justement sécuriser et augmenter ses revenus. Sud Radio, la vie devant nous. Pour cette chronique Bien vivre chez soi, nous recevons Thibaut Corvézier, cofondateur et président de Merci Prosper. Alors c'est une solution de financement dédiée aux retraités qui souhaitent sécuriser leur pouvoir d'achat tout en restant chez eux. C'est quand même une belle promesse. Alors l'idée est simple, comment faire en sorte que son logement, en fait, votre logement devienne un allié financier sans le vendre et sans perdre votre toit aussi. Alors Thibaut, bonjour. Bonjour Laurent. Pouvez-vous nous expliquer en fait très simplement ce qu'est Merci Prosper et puis quelle idée justement derrière cette solution et à qui elle s'adresse et puis ce qu'elle permet justement concrètement? Alors Merci Prosper, on l'a conçu en fait pour les seniors et avec les seniors. Finalement, c'est quoi? C'est une solution qui va permettre de pouvoir libérer un petit peu de cash, soit en capital, soit sous forme de mensualité, pour les seniors qui sont propriétaires. Ils vont pouvoir vendre partiellement leurs biens. Ils aiment bien dire, en fait, vendre un petit peu maintenant pour bien vivre, le reste demain pour transmettre. D'accord, ça n'a rien à voir avec le viager en fait. Non, rien à voir avec le viager. On reste propriétaire. On reste propriétaire. Le viager, on vend 100% de son bien. On n'est plus propriétaire de rien, donc on n'a plus rien à transmettre. On est vraiment parti du besoin des seniors. Et c'est simplement en fonction du besoin du senior qu'on va vendre partiellement et leur permettre de vendre partiellement une partie de leur bien. Alors, c'est ni un crédit, de ce que je comprends, ni une vente en fait. Non, c'est quoi? C'est de l'indivision, c'est ça? C'est de l'indivision et c'est de l'indivision conventionnelle de telle manière, en fait, à fixer un cadre au contrat qui s'appelle le contrat Prosper et qui leur permet de vendre partiellement leur bien. D'accord. Donc concrètement, je suis propriétaire, j'ai envie d'avoir un complément de retraite. Et je vais vendre quoi? 30%, 20%, 10% de la valeur de mon bien, c'est ça? Alors vous allez jamais vendre plus de 50%, parce qu'on a voulu que le senior reste majoritairement propriétaire. Okay. Et après, vous allez pouvoir vendre entre 10 et 50% en fonction de vos besoins. Et donc c'est à la valeur du bien, c'est validé par un notaire, j'imagine? Voilà, on va pas rentrer dans les considérations techniques, mais bien sûr, on va valoriser en fait le bien, on va partir du besoin, et en fonction du besoin, on va envoyer une simulation de telle manière à pouvoir indiquer au senior le montant qu'il aura à vendre. C'est très intéressant parce qu'en fait, vous restez propriétaire, vous êtes chez vous encore. Et c'est quoi les montants moyens? Alors les montants moyens, c'est on va s'attacher en fait à des besoins, à des maisons ou des appartements en fait qui ont une valeur minimale de 200 000 euros. Pourquoi 200 000 euros? Parce que on a des droits notariés, impôts, taxes, émoluments notaires en fait qui on en parlera tout à l'heure, qui eux sont inversement proportionnels. Donc plus on achète des parts en fait qui sont faibles et plus en fait les coûts sont importants. Et on va pouvoir finalement libérer en cash ou de manière un montant minimum en fait de 50 000 euros. D'accord. Alors ces 50 000 euros, on reprend l'exemple.
Comment les retraités l'utilisent plutôt dans vos exemples? Est-ce que c'est plutôt pour des dépenses courantes, des services à la personne, adapter leur logement, financer des projets? Ils en font quoi? Alors, ils vont en faire... on a 3 personnages principaux. On a les jeunes retraités qui ne se sont pas préparés à la retraite, qui vont faire face à une baisse de 30 à 50% de leurs revenus, qui ont quelquefois pris un crédit à la consommation, qui ont besoin de le rembourser pour gagner en pouvoir d'achat, ou qui ont besoin de compléments de revenus, finalement, pour pouvoir bien vivre, parce qu'on a du temps. Après, on a des personnes qui vont rentrer dans un premier degré de dépendance, et on sait très bien que si une chute, par exemple, un exemple tout bête, transformer une salle de douche en salle de bain, pardon. Bref, on va leur donner de l'argent en fait finalement pour pouvoir accompagner en fait cette adaptation du logement, pour pouvoir rester chez soi, qui correspond en fait à ce qu'ils souhaitent. Et puis dans un degré un peu plus avancé, des personnes âgées qui elles vont aller en résidence senior, EHPAD, Alzheimer, et qui ont besoin finalement de trouver aussi le moyen de financer cette solution. Donc en fait, ça permet de garder le bien dans la succession, en quelque sorte, et de ne pas le vendre totalement, et puis peut-être, ou comme c'est très différent du viager, de ne pas se retrouver dans ce qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire que vous avez l'usage, mais vous n'êtes plus propriétaire. En fait, c'est ça. Exactement. Alors, allez, dernière question. Si un auditeur justement envisage cette solution, ça serait quoi le premier conseil que vous lui donneriez? Un conseil. Le conseil, on a fait une soirée hier avec nos seniors, les premiers seniors en fait qu'on a accompagnés. Forcément, il y a un peu c'est une solution qui est nouvelle. Nous, on a repris des solutions qui marchaient à l'étranger, qu'on a apportées en France. Donc, il y a un petit peu de méfiance. Je pense que le fait d'avoir des notaires avec lesquels on a construit cette solution, le fait qu'on la finance à travers une foncière qui est agréée en fait par l'État et qui contribue finalement au maintien à domicile et qui est encouragée par l'État, je pense que c'est 2 éléments en fait qui sont plutôt rassurants. D'accord, donc on frappe auprès de Merci Prosper, c'est le .com, c'est ça, merciprosper.com? C'est merciprosper.com, et puis j'encourage tous les auditeurs en fait à faire une simulation très simple et vous aurez... Merci. En tout cas, c'est une solution très innovante et très intéressante, et une alternative aux viagers. On en entend beaucoup. Merci Thibaut Corvézy. On l'entend bien. Bien vivre chez soi, c'est aussi savoir transformer son logement, justement. C'est un allié financier sans le quitter, et puis adapter son logement. C'est une responsabilité individuelle, mais c'est aussi un enjeu politique et territorial. C'est ce que l'on va voir avec notre grand invité. Sud Radio, la vie devant nous. Notre grand invité aujourd'hui est Lionel Cos, député de la 2e circonscription des Landes. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Alors, dans un contexte justement de crise du logement, on en entend tous les jours, on le voit tous les jours sur les journaux, le vieillissement accéléré de la population, des tensions justement sur les finances publiques. Une question se pose en fait, la France est-elle vraiment prête pour le choc démographique? On est déjà dedans. Lorsqu'on parle de ce choc, on a l'impression qu'il va être en 2050. On est dedans. Et puis surtout, est-ce qu'on peut mieux justement accompagner les retraités tout en fluidifiant le marché du logement? Alors, on parle beaucoup de la crise du logement pour les actifs et les étudiants. Vous êtes d'ailleurs à la manœuvre. Mais la question du vieillissement est-elle devenue un peu un angle mort des politiques du logement? Alors, tout d'abord... ce que vous avez dit, on est sur une crise importante. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, pour les Françaises et les Français, il devient de plus en plus difficile tout au long de leur vie d'avoir un logement adapté à leur situation. Que ce soit situation financière, situation familiale, composition de famille, ou des situations, je dirais, de physique, d'handicap ou de vieillissement. Donc aujourd'hui, ce parcours résidentiel, il est stoppé du fait qu'on a du mal à faire évoluer le parc existant, mais on a aussi du mal à créer le parc qui permettrait de répondre à ce sujet-là. Alors c'est un sujet démographique, mais pas que. C'est aussi un sujet de société, parce que la société évolue, et il y a énormément d'évolutions qui n'ont pas été prises en compte. Les cohabitations, les divorces, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on a une approche, je dirais, un petit peu sur le plan politique, qui était basée sur des chiffres techniques, c'est-à-dire nombre de logements, nombre de foyers, nombre de jeunes et d'anciens. On essayait en face de mettre un nombre d'hébergements satisfaisant. Or, en fait, on se rend compte que la société évolue beaucoup plus vite que ça. Et que mener une politique sur le logement qui s'adapte justement à tous ces profils-là, et en particulier, donc, ce soir, puisqu'on parle des seniors, des personnes plus âgées, effectivement, nous sommes très, très en retard. Alors, il faut reconnaître aujourd'hui, depuis de nombreuses années, des politiques publiques quand même sur le grand âge.
La difficulté que l'on a, c'est que comme beaucoup de politiques publiques dans notre pays, elles sont dispersées avec beaucoup d'interlocuteurs. Vous avez l'État, ministères, en fait, qui s'en occupent. vous avez le département, vous avez les communes. Donc il y a beaucoup de niveaux, je dirais, de collectivités ou de ministères qui peuvent intervenir, ce qui fait que c'est complètement dispersé, qu'on a du mal à avoir une vision globale. Et c'est ça la grosse difficulté qui touche aussi effectivement les seniors. Selon vous, qu'est-ce qui bloque vraiment aujourd'hui pour accompagner justement toute cette transition démographique? C'est la fiscalité, le coût des résidences adaptées. C'est vrai qu'on voudrait déménager, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a peut-être aussi un manque d'accompagnement, un manque d'argent, ou la peur de perdre ses repères. C'est une politique publique globale. Voilà, parce qu'elle est fragmentée. Et je dirais une loi de programmation pluriannuelle. On attend depuis un moment la loi grand âge, mais je pense qu'elle est indispensable, parce que si on ne sait pas où on va, si on ne donne pas les objectifs que l'on veut atteindre, de toute façon, c'est sûr qu'on ne les atteindra pas. Alors après, des fois, on n'y arrive pas forcément, mais en tout cas, si on ne sait pas où on va aller, on n'y arrivera pas. Et puis derrière, bien sûr, les sujets de financement, qui sont compliqués, puisque les financements publics sur lesquels s'appuyaient, je dirais, toutes les politiques des seniors aujourd'hui, sont des financements qui aujourd'hui commencent à se faire de plus en plus rares et de plus en plus difficiles. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on trouve de nouvelles solutions. Il faut qu'on trouve une nouvelle solution basée en particulier, comme on vient de l'entendre, avec Merci Prosper qui apporte des solutions. Il y en a d'autres. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à développer et à massifier. Parce qu'on ne pourra pas toujours, dans les années à venir, en tout cas de moins en moins, faire appel à la puissance publique pour répondre à ces enjeux-là. On se retrouve dans un instant pour parler justement des pistes concrètes et de la fiscalité aussi immobilière lorsqu'on vend son bien pour une résidence médicalisée. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien, de retour sur Sud Radio, ce dimanche, vous êtes dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors et puis donne aussi un coup aux légendes urbaines. C'est un peu cela que l'on souhaite. Voici la seconde partie de notre émission. Et nous sommes de retour justement avec Lionel Cos. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription des Landes. Alors, vous parliez justement du plan grand âge qui devait être présenté. On parle un peu de problématiques d'accompagnement, de simplification, de choc à la fois de l'offre, mais aussi de choc de la simplification. Est-ce que c'est un mauvais signal, vous voyez, aux Français et aux acteurs du secteur? Parce que le secteur se développe, de la silver economy aussi. Le fait que ce plan n'arrive pas, en tout cas débat au sein du Parlement, c'est pas une bonne nouvelle, puisqu'on l'attend depuis maintenant plusieurs années. Il a été annoncé et on a du mal à y aller. Mais à titre personnel, j'attends aussi une loi de programmation sur le logement. Voilà, donc je veux dire, on est dans un contexte compliqué aujourd'hui. Vous le savez, composition de l'Assemblée nationale, on a quand même passé beaucoup de temps sur l'élaboration du projet de loi de finances pour 2026. On a prochainement des élections municipales, ce qui fait que on va stopper aussi les débats parlementaires. Ensuite, on aura encore cette année, pendant 3 semaines, l'arrêt à cause des élections sénatoriales. Et ensuite, on va repartir sur le projet de loi de finances. Donc c'est vrai qu'il y a, je dirais, ça se bouscule parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de lois qu'on souhaiterait tous voir venir, que ce soit le gouvernement et les parlementaires, et qu'aujourd'hui, l'arbitrage pour le grand âge, malheureusement, il n'a pas été mené. Alors, mais est-ce que c'est justement pas... Parce qu'on voit qu'il y a le temps du gouvernement et de ses institutions, et puis il y a le temps en fait des Français au quotidien, et on voit quand même qu'il y a un grand décalage. Quelles seraient en fait selon vous les 3 décisions prioritaires à prendre rapidement peut-être sur le logement, sur le financement, sur la prévention? Qu'est-ce qu'il faudrait faire sans attendre en fait justement les sénatoriales, les municipales, les présidentielles, puisqu'on va avoir des temps en fait qui vont être des temps morts et longs? Je pense tout d'abord que les seniors ont besoin d'être accompagnés. L'humain avant tout. Parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas suffisamment connues. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la vacance des logements. Les propriétaires de la vacance sont en grande partie des seniors. Et quand je pose la question de savoir pourquoi ces logements sont vacants pour les gens qui les accompagnent, qui travaillent avec ces personnes, ils me disent parce que c'est souvent des veuves, ou des veufs, mais essentiellement des veuves,
qui du coup ont du mal et ont peur de se retrouver avec des impayés, des logements dégradés, etc. et qui veulent pas se mettre dans cet état d'esprit de remettre à la location ou à la vente un bien qu'ils avaient. Et par contre, lorsqu'il y a des accompagnements qui sont souvent portés par des collectivités locales, qui ne sont pas forcément des agences immobilières, parce que je crois qu'il faut rassurer les gens. Donc c'est un autre métier. Vous avez le métier commercial, mais vous avez le métier aussi social, qui est là pour essayer d'accompagner ces personnes-là. Et ils arrivent à remettre des logements qui étaient vacants à disposition des Français à convaincre justement ces personnes. Donc je crois que l'accompagnement et l'humain, quand on parle de seniors, c'est déjà important parce que des solutions, il y en a. On pourra les faire connaître que si on rassure. C'est plus les mairies, non, qui sont. Alors les mairies sont très impliquées sur la vacance parce que bien sûr ils le voient. Et puis quand on est maire, moi je l'ai été avant d'être député. Tous les jours on vient nous demander des logements. Et maintenant quasiment dans toutes les communes. Et quand vous connaissez un petit peu votre commune, quand vous voyez des immeubles, des appartements ou des maisons qui sont vides, ça vous interroge parce que vous dites on va essayer d'y travailler. Et donc on commence à avoir de plus en plus de communes ou d'intercommunalités qui du coup embauchent des équipes ou font appel à des sociétés ou des associations, souvent des acteurs de l'économie sociale, pour venir travailler et accompagner les propriétaires. Il faudrait une loi ou des textes pour accélérer en fait. Là, il n'y a pas besoin de loi. Ce manque de logement. On peut faire une loi pour donner un cap, une vision, en tout cas une volonté politique, l'inscrire. Et justement sur le financement. Parce que je crois qu'on raconte peut-être un peu d'histoire. On attend tous, des subventions ou que l'État intervienne. On sait que c'est pas possible. Je pense que le budget de l'État est... Vous savez, État et collectivités, c'est plus de 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Donc, et des arbitrages, il faudra en faire, mais je crois qu'à un moment ou un autre, il faut aussi se poser la question de faire attention à pas tirer trop sur la corde. Voilà, c'est une réalité, on le voit bien, parce que sur les plus de 1700 milliards, on est quand même à 160 milliards de déficit. On a un déficit important, c'est-à-dire qu'on mène des politiques publiques aujourd'hui qu'on finance par la dette. Donc avant d'en rajouter, je pense qu'il faut essayer d'optimiser et de trouver de l'innovation, de trouver de nouvelles solutions. Et il y en a, on en a parlé. Et surtout, il ne faut pas oublier, parce que là, on parle beaucoup de logement sous l'axe propriétaire. Oui. Mais moi qui ai mené un rapport sur les petites pensions de retraite à la demande à l'époque du Premier ministre Édouard Philippe, la grosse difficulté aujourd'hui des seniors et sur le pouvoir d'achat, c'est quand même les locataires. Bien sûr. Parce que les locataires ont directement un pouvoir d'achat et là-dessus... c'est la raison pour laquelle on avait fait le minimum de pension de retraite, le cumul emploi-retraite, on avait apporté des réponses aussi, parce qu'on se rend compte que quand on n'est pas propriétaire, c'est encore plus difficile, et surtout quand vous êtes un couple et que vous perdez un des deux conjoints avec un pension de reversion, combien de retraités ne peuvent plus payer leur loyer? Et donc là, on a encore, je pense, des choses à imaginer, des choses à chercher pour garantir un minimum de pouvoir d'achat. Merci Lionel Cos. On comprend justement que le vieillissement n'est pas seulement un sujet social avec vous, c'est un défi économique, territorial, politique majeur pour les années à venir. Mais on espère en tout cas que ça soit très très vite. Et puis si vendre son logement après un départ en maison de retraite pouvait justement être allégé fiscalement, mais surtout avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Sud Radio, la vie devant nous. Merci Maître Flore de Saint-Maurice d'être présente ce dimanche. Bonjour, vous êtes alors notaire, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Et justement, on va parler avec vous aujourd'hui de fiscalité immobilière et puis d'un dispositif encore très méconnu, l'exonération de plus-value pour une personne qui vend sa résidence principale avant de rentrer justement en établissement médico-social. Mais on va peut-être reprendre un peu le fil pour commencer. Qu'est-ce que les droits de mutation à titre onéreux? Alors, on a l'impression de revenir en classe et je pense que les auditeurs sont intéressés pour qu'on le vulgarise. Les droits de mutation à titre onéreux, c'est ce qu'on appelle vulgairement et à tort les frais de notaire, c'est-à-dire les frais qui sont payés par l'acheteur lorsqu'il achète un bien immobilier. Et dans ces frais, il y a une très grande partie de taxes qui ont d'ailleurs encore récemment augmenté dans la majorité des départements français. Quand une personne est propriétaire de sa résidence principale et qu'elle envisage un déménagement pour aller dans un EHPAD, eh bien, si elle vend sa résidence principale au moment du départ, elle bénéficiera de l'exonération qui profite à tous, l'exonération au titre de la vente. Voilà, exactement. Si elle est propriétaire depuis plus de 30 ans, a fortiori, voilà, on se posera même pas. 30 ans. L'exonération totale d'impôt de plus-value, c'est 30 ans si
on n'est pas en train de vendre une résidence principale et si on ne rentre pas dans un autre dispositif d'exonération. D'accord, bon. Voilà, mais donc dans notre cas, là, on a déjà 2 cas potentiels d'exonération. Ce qui arrive assez souvent, c'est que la personne âgée parte dans un établissement médico-social avec peut-être un espoir de retour et que finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, se plaisant dans l'établissement ou ne pouvant envisager un retour à la maison, se pose la question de vendre. Oui. Et là, on peut se trouver dans un cas où un impôt de plus-value pourrait être dû. Et c'est ici qu'on va aller rechercher notre cas d'exonération. Pourquoi il pourrait être dû, justement? Alors, si cette personne, parce que c'est trop long, c'est ça? Exactement. Si cette personne n'est pas propriétaire depuis plus de 30 ans, et si le bien n'est plus sa résidence principale et qu'elle ne l'a pas mis en vente au moment de son départ, alors, potentiellement, le bien peut être considéré comme une résidence secondaire. Ah oui. Et la vente, ça. Oui, voilà, la vente peut être assujettie à une fiscalité, un impôt de plus-value, 36,2%. Sur la plus-value, oui, mais sur la plus-value, sur la plus-value réalisée et avec des abattements pour durée de détention, la prise en compte des frais d'acquisition, des travaux. Bon, mais néanmoins, ça peut représenter des sommes considérables. D'accord, donc c'est quand même assez technique, donc ça veut dire qu'il faut quand même aller voir un notaire avant d'anticiper éventuellement la vente ou un départ. Et alors, la différence, donc ça, je pense que personne ne le connaît, ce dispositif. Oui, je pense qu'il est très méconnu. Oui. Donc ça, on fait un petit coup de pub. Merci, merci maître. Non, mais parce que c'est important, 35%, c'est pas neutre quand même. Oui. Ça peut faire un montant d'impôt assez considérable. Exactement. Et c'est très différent de ce qu'on appelle des droits de mutation lorsqu'on vend de son vivant, en fait. Ça n'a rien à voir avec la succession. Oui, les droits de mutation, à titre onéreux, c'est vraiment l'impôt qui est dû par l'acheteur. Parce que sinon, le vendeur, lui, il ne paye pas d'impôt, sauf un éventuel impôt sur sa plus-value immobilière. Et en matière de droits de mutation, on a aussi une autre catégorie, c'est les droits de mutation à titre gratuit. Et alors là, c'est quand on se place dans une toute autre perspective et que la personne envisage de donner son logement ou de le léguer, et donc qu'on s'interroge sur les droits de donation ou les droits de succession. D'accord, donc ça, c'est 2 cas différents. Donc, en fait, le conseil peut être simple pour nos auditeurs. Quand un parent rentre en établissement, à quel moment faut-il consulter un notaire pour ne pas perdre ce droit, justement, d'exonération? Idéalement, avant même l'entrée en établissement, pour pouvoir organiser les choses au mieux et bénéficier de l'exonération au titre de la vente de la résidence principale, qui, elle, n'est pas conditionnée par des conditions de ressources. Donc, ce sera plus simple d'obtenir cette exonération. Merci beaucoup, maître. Très intéressant. Je rappelle, maître Flore de Saint-Maurice, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. On retient quand même qu'anticiper la vente d'un bien après une entrée en établissement ou tout simplement pour vendre, on peut éviter une fiscalité lourde, jusqu'à 35%, à condition d'être bien conseillé. Merci à nos invités. Merci à vous de votre fidélité. La vie devant nous, chaque semaine sur Sud Radio. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain, de midi à 12h30, toujours sur Sud Radio. Et puis pour ceux qui souhaitent écouter ou partager l'émission La vie devant nous, en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio ou le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.